Buongiorno, grazie, salut. Le massif du Simplon, un ensemble de gorges, de vallées et de précipices. Nous allons ensemble essayer de parcourir toute cette région et de l'apprécier. Où se situe-t-elle? Eh bien, dans la chaîne alpine. Cette chaîne alpine qui, comme vous le savez, part de la Méditerranée et va mourir aux portes de Vienne. Ensemble, nous allons nous demander qui a traversé ce col, pourquoi, combien de fois, que s'est-il passé sur ces versants, quels sont les États qui sont venus mourir sur ces frontières naturelles. Et j'espère que dans cette découverte, vous apprécierez à la fois le cadre naturel, l'aspect historique et en même temps les réalisations humaines. Simplon, Saint-Pilion, Zampano, Schumpeller, Schlötzer, Briggerberg, voici ce que furent les quelques dénominations du massif du Simplon connues depuis l'an 1235. C'est Gérard Benz, historien genevois, qui nous conte maintenant de manière affable la fascinante histoire d'un col qui a marqué la vie des hommes tout au long des siècles de l'ère chrétienne. Depuis la nuit des temps, ce qui est absolument frappant, c'est que les Alpes ont toujours été traversées. Et j'aimerais que vous vous mettiez un petit peu dans l'atmosphère de ces premières années, de ces premiers temps, en pensant à la préhistoire, à l'époque romaine, où les hommes, comme plus tard d'ailleurs, ont comme unique moyen de transport leurs pieds. C'est-à-dire que l'homme se déplace à pied, les voyages prennent un temps fou, et tout ceci représente une masse de dangers qui sont là cumulés et qui généralement effrayent le visiteur, effrayent le voyageur. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers voyageurs ont surtout pensé à transporter des marchandises. C'était essentiellement, pense-t-on, dans ces temps préhistoriques, des marchands qui apportaient soit des marchandises du nord vers la Méditerranée, soit l'inverse. Et on a là des restes, des vestiges, des poteries, de la monnaie qui nous reste sur ces cols et qui nous montrent qu'un véritable trafic s'est développé. Alors imaginez ces hommes n'ayant aucune carte, ne sachant pas exactement où ils vont, mais qui malgré tout créent peu à peu des cheminements qui sont des cheminements qui se reprennent de décennie en décennie, de siècle en siècle, et qui finalement vont en quelque sorte tracer les premières routes. Les premiers travaux routiers vraiment importants dans les Alpes, je pense qu'il faut les faire remonter à l'époque romaine. Vous savez que les Romains sont des gens qui ont toujours eu beaucoup de soucis de leurs moyens de transport. C'est en quelque sorte eux qui créent ces routes avec des ornières, comme vous le savez pour les chars, en quelque sorte des ancêtres du chemin de fer, même si les Grecs dans ce domaine les ont précédés. Et ces Romains vont construire un certain nombre d'axes. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on regarde cette période, on observe tout à coup que le Simplon est presque délaissé.
En réalité, les Romains préfèrent deux autres axes qui sont d'une part le Grand Saint-Bernard. Pourquoi le Grand Saint-Bernard? Parce que ça leur permet, par le Léman, d'aller vers l'ouest de l'Europe et au-delà même jusqu'à ce qu'on appelle à l'époque la Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, ils sont intéressés par les cols des Grisons. Pourquoi les Grisons? Parce que les Grisons, c'est l'accès au monde germanique et c'est l'accès au monde danubien. Donc, dans cette première phase, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de trafic du tout, mais il n'y a pas de véritable route romaine construite sur ce col, digne de ce nom. Ce n'est pas un grand axe, c'est un axe de transport local relativement oublié dans ces premiers temps de l'histoire. Vous avez peut-être appris des dynasties de rois, des batailles, des premiers ministres, etc. Je crois qu'il faut peut-être aujourd'hui oublier cet aspect de l'histoire, essayer de vous remettre dans une réalité. Et vous dire ceci, c'est que l'histoire européenne, entre autres, s'est construite le long des grands axes de communication. Et que finalement, lorsqu'on apprend l'histoire du sel, pour prendre un exemple, on apprend l'histoire de l'Europe. Et d'ailleurs, le sel a traversé les Alpes, comme vous le savez. Aucun être humain ne peut vivre sans sel, et ça a été par exemple une des raisons de la fabrication, je dis bien fabrication, progressive de la Suisse. Alors, si nous nous arrêtons une seconde, prenons peut-être le XIIIe siècle comme un moment clé. Pourquoi un moment clé? Parce qu'au XIIIe siècle, il y a ce que certains historiens ont appelé comme une sorte d'invention. C'est l'invention du Gothard. En réalité, le Gothard existe, le col était là, mais on l'ouvre au grand trafic. Et ceci va redistribuer les cartes dans toutes les relations entre le sud et le nord de l'Europe. Si vous êtes par hasard un randonneur et que vous aimez vous balader dans les montagnes ou dans les Alpes, vous avez observé que les chemins de randonneurs sont des chemins qui sont tracés un peu au travers des pâturages, qui essayent d'éviter les obstacles importants, qui se glissent dans les gorges, dans les vallées. Et vous avez constaté que ces chemins, finalement, s'élèvent en utilisant une déclivité qui est assez permanente, sauf certains endroits où tout à coup le chemin gravit une colline qui est inévitable. Alors il faut bien se dire que les cheminements des Alpes est ce qu'on appelle en général le sentier muletier est finalement la conséquence de ces premiers cheminements humains. Il faut se dire que lorsqu'un homme du XIIIe met le pied sur ces chemins, finalement, il adopte exactement le tracé qu'avaient déjà les hommes de la préhistoire. Lorsque les gens vivant le long de la Baltique amenaient de l'ambre sur la Méditerranée, en traversant les Alpes, ils utilisaient à peu près le même cheminement. Ces cheminements sont des cheminements piétonniers, c'est-à-dire que les voyageurs, les marchands, les pèlerins, parce que n'oubliez pas que beaucoup d'Européens traversent les Alpes pour aller à Rome, pour aller en Terre Sainte, c'est une des grandes proportions de voyageurs de cette époque, eh bien ces gens traversent les Alpes pendant des jours à pied. Et les bêtes de trait, les mules essentiellement, servent au transport des marchandises. Il y a bien sûr, il y aura plutôt plus tard quelques chaises à porteurs pour des personnages importants ou pour des dames de haut rang, mais il faut se dire que ce type de transport est réservé à une infime minorité. Donc rappelez-vous que à peu près jusqu'au XIXe siècle, les Alpes ont été traversées essentiellement à pied, et ceci pendant des jours, et ceci en été, et ceci en hiver. Et ça, c'est une chose intéressante. Aujourd'hui, c'est intéressant de savoir qu'avec la voiture, nous fermons nos cols alpestres, alors qu'à cette époque, on les traverse, même en plein hiver. Qu'en est-il du Simplon à l'époque des chemins muletiers? Qu'en est-il du Simplon autour du XVe siècle? Eh bien, vous le savez, aussi bien les Suisses de la Suisse centrale que les Valaisans ont des visées vers le sud, ont envie de s'emparer pour les Valaisans des vallées de l'Ossola, et il y a plusieurs expéditions. Et ces confrontations militaires avec les réactions du Milanais, les réactions plus tard des Français, vont faire que ce climat d'insécurité, ce climat de conflit va à nouveau interrompre ces premiers
ces premiers débuts de commerce, de transit que nous avons, je vous rappelle, vus au XIIIe siècle. Et il faudra attendre l'apparition d'un homme, un homme que d'ailleurs on appellera à la fois sous forme élogieuse et ironique, le roi du Simplon, l'apparition de Stockalper, qui lui va enfin développer vraiment, pour la première fois peut-être, un trafic réel au travers du col du Simplon. Nous sommes maintenant au XVIIe siècle, dans la petite bourgade de Brigue, au pied du massif du Simplon. C'est une toute petite ville à cette époque, où chacun se connaît. Et puis dans cette ville, on commence à parler de plus en plus d'un personnage. Ce personnage, il s'agit de Gaspard József Stockalper. Qui est-il? C'est un grand négociant. Oh, il a commencé par de petites affaires, il les a bien menées, puis peu à peu, il est un personnage qui prend une ampleur extraordinaire, qui, on le verra, en prendra peut-être trop. On le compare même au grand banquier allemand de l'époque. Et quelle est l'idée de Stockalper? L'idée est simple. Il est à une position clé, à Brigue, situé entre une très grande ville, Milan, la ville du milieu, comme le nom l'indique, et Genève. Et il est clair que c'est un axe primordial. Les foires de Genève sont encore dans une certaine prospérité et Milan est un centre économique important. Stockalper est un peu un visionnaire. On pourrait dire qu'il va créer le concept des postes avant la lettre. C'est-à-dire, il va, au travers du Simplon, pour plusieurs années, mettre en place un système de messagerie et un système de transport extrêmement performant. Comment fait-il? Tout d'abord, il s'agit bien sûr de rétablir la qualité du chemin muletier. Je rappelle qu'il n'est toujours pas question d'une route. Nous sommes toujours dans cette situation de chemin piétonnier avec bêtes de trait. Éventuellement, sur certains passages, on peut avoir des personnes qui sont montées. C'est la seule chose que l'on peut se permettre sur ce col. Il rétablit donc ce sentier, reconstruit certains ponts, refait certaines galeries, permet le passage de certaines gorges difficiles. Je vous rappelle que le bas du Simplon, côté sud, est finalement d'un accès relativement peu aisé. Et puis, il ne s'agit pas seulement de refaire la route, il s'agit de mettre sur cette route un système performant de transport. Plus de 200 personnes, à certains moments, vont travailler pour lui, sans parler de l'ensemble des bêtes de somme qui sont attribuées à ces transports. Et cet homme va peu à peu parvenir à créer là un axe européen extrêmement important, reliant d'abord bien sûr l'Italie, non pas au Valais, parce que le Valais est encore une région très peu développée, mais l'Italie à Genève. Donc il s'agit là d'une aventure extrêmement intéressante qui permettra à Stockalper de faire une colossale fortune, de devenir un homme extrêmement important. Et les mentalités ont assez peu changé. Vous savez que la Suisse et le Valais de l'époque étaient certainement identiques, n'aiment pas beaucoup les gens qui sortent par trop du lot, si bien que finalement, on fera un mauvais procès à Stockalper, on l'accusera de mots qui ne le regardent pas. Il va perdre ses prérogatives, il va perdre ses avantages, il devra d'ailleurs s'exiler, il va perdre entre autres un monopole qu'il a et qui est extrêmement rentable, qui est le monopole du sel. Vous vous souvenez, nous avions déjà parlé de ce commerce du sel auparavant. Et avec le départ de Stockalper, nous entrons à nouveau dans une phase de récession du Simplon, phase de récession qui sera terminée avec l'apparition d'un autre entrepreneur de transport absolument extraordinaire, qui est Beat Fischer, celui qui, à la fin du XVIIe siècle,
a mis sur pied véritablement un système des postes, non seulement en Suisse, mais même dans une grande partie de l'Europe. Un chef de guerre a attaché son nom aux Alpes, au Grand Saint-Bernard et bien sûr au Simplon. Vous l'avez deviné, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Vous vous souvenez que, étant encore général, ayant à guerroyer en Italie, Napoléon décide de surprendre ses adversaires en opérant une traversée du Grand Saint-Bernard en mauvaise saison, alors que personne pense que la chose est réalisable. Il est clair qu'une opération de ce type a été extrêmement difficile. Et si Napoléon a oublié les quelques dettes contractées à Bourg-Saint-Pierre, il n'a certainement pas oublié l'énorme difficulté de faire passer au travers des Alpes une troupe, une cavalerie, une artillerie, et ceci dans un temps relativement limité. Aussi, lorsqu'il est appelé aux destinées de la France, lorsqu'il prend le pouvoir, un de ses soucis sera toujours d'établir entre la France et l'Italie un véritable axe. Et cet axe, lequel choisit-il? Eh bien, il va choisir la route du Simplon et va ainsi redonner vie à ce col qui, comme nous l'avons vu au cours de l'histoire, a passé de phases de léthargie à des phases de développement. Que fait Napoléon? Il choisit le Simplon. Il jette son dévolu sur le Simplon. Alors tout d'abord, politiquement, il s'agit d'établir un lien. Parce que, rappelons-le, Genève est une ville encore indépendante, théoriquement. Le Valais fait partie théoriquement de la Suisse. Et Napoléon va annexer à la fois Genève et le Valais pour avoir une continuité du territoire français qui lui permet de déboucher directement sur le nord de l'Italie. Et une fois que l'aspect politique est réglé, il reste à construire une route. Et c'est en cela que Napoléon a véritablement laissé son nom au Simplon, car grâce à lui, ce col sera le premier col carrossable dans l'ouest des Alpes. Le premier que l'on peut franchir de part en part sans quitter le véhicule qui vous mène de Brigue jusqu'à Milan. Il faut savoir que la conquête des forces du Directoire sur le territoire de la République suisse était bien engagée et que celle-ci ne pouvait donc guère s'opposer aux décisions du futur empereur. Les Valaisans eux-mêmes ne se rallièrent pas à la proposition de Bonaparte. Pourtant, dès le mois de mai 1798, s'ensuivra pendant plus d'un an de terribles batailles sanglantes. À bout de force, laminé, le Valais n'aura plus que les larmes, l'oppression, les ruines et le manque de tout pour consolation. Et c'est dans cette année cruelle que surgira le projet de la route des Alpes par le Simplon. Revenons donc au décret du 7 septembre 1800 qui ordonnait la construction d'une route carrossable aussi large que possible pour faire passer le canon, expression chère à Napoléon. Dans ce décret, nous constatons que la France prenait en charge avec une allocation mensuelle de 50 000 francs le tronçon de Brigue à Gstein-Gaby, long de 35 km, et que le reste des 28 km jusqu'à Domo-d'Ossola serait sous la responsabilité financière de la République cisalpine. Le maître d'œuvre fut le ministère de la Guerre, avec pour commandant en chef un homme peu scrupuleux de l'éthique militaire, le général Louis-Marie Trudeau, qui à son tour choisira pour ingénieur civil un certain Nicolas Séard, originaire de Champagne, âgé alors de 55 ans et qui fut depuis son bureau de Genève le responsable des travaux publics du département du Léman. Depuis leur QG à Domo-d'Ossola, le général Trudeau et son état-major décidèrent de commencer les travaux côté sud en janvier 1801 dans une gabegie totale. Aucun plan de construction sérieux n'était à disposition. Du côté nord, nous retrouvions la même ambiance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout cela commençait sous les plus mauvais auspices possibles. Lors de sa première inspection de chantier, en mars 1801, le rapport de Séard fut sans appel. Rien de fait, ni de commencé. À Paris, la missive n'est pas restée longtemps lettre morte. Le couperet tombe. L'entreprise passa du ministère de la Guerre à celui de l'Intérieur. Ce qui a pour conséquence majeure l'éviction définitive de Trudeau, considéré comme incapable, et Nicolas Séard fut nommé définitivement comme ingénieur responsable de la construction de la route.
Le 15 avril 1802, les ponts et chaussées, par un arrêté définitif, accepteront l'essentiel des plans détaillés fournis par le nouvel ingénieur. La route commencera depuis le village de Glisse et non celui de Brigue. De son côté, Bonaparte martèle impatiemment sa litanie. Quand est-ce que le canon passera-t-il le Simplon? Durant l'été 1802, la cadence des travaux sera plus soutenue. Les difficultés n'étaient pourtant pas vaincues. Les problèmes des gorges de la Saltina et de Gondo se révélaient presque insurmontables. Mais là encore, le génie de Céard et de son collègue italien Gianella surprendra les commanditaires. Ces volontés sont louables malgré les inévitables conflits sociaux, grèves, fantaisies des équipes italiennes qui veulent n'en faire qu'à leur tête, rixes entre ouvriers dont le couteau sort trop facilement de la ceinture. En juillet 1805, l'empereur désirait vouloir, pour son retour de Milan à Fontainebleau, après son nouveau sacre en tant que roi d'Italie, emprunter sa route du Simplon. Il dépêcha alors un fonctionnaire impérial afin qu'il puisse lui faire un rapport de l'état des chantiers. Au contenu de celui-ci, Napoléon préféra passer par le Mont-Cenis, plus sûr à son goût. Fâché devant cet écueil, l'empereur blâmera sérieusement les cadres concernés. Cette attitude ne pouvait que dégrader encore plus le climat déjà délétère dans lequel se poursuivaient les travaux. Septembre 1805 vit le percement de la galerie dans les gorges de Gondo, et le 25 du même mois, Céard pouvait enfin annoncer à Paris l'ouverture de la route du Simplon de part en part. Le voyage inaugural fut entrepris avec Céard en tête le 9 octobre de la même année, avec une myriade de personnalités, mais malheureusement sans Napoléon retenu ailleurs pour d'importantes affaires d'État. Si la finition de la route du Simplon tombait en pleine heure de gloire pour le grand homme, celui-ci ne la connaîtra jamais. Cette ville a également gardé les traces de l'histoire de la route de ce col, entre autres le magnifique palais de Stockalper. Il construit un bâtiment qui, à cette époque, est la plus grande demeure privée de la Suisse. Son architecture est assez étonnante, elle nous étonne. Nous voyons cette cour intérieure assez belle, avec ses arcatures, et l'utilisation d'un matériau qui est tout à fait un matériau alpin, une pierre rude, travaillée de manière relativement grossière, et qui nous donne bien le climat de ces massifs granitiques que représentent les Alpes. Nous allons parcourir cette route en nous émerveillant à la fois d'un paysage alpestre magnifique, que l'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs cols alpins, et à ces beautés de la nature que plusieurs peintres, dont les peintres romantiques, ont tellement bien exprimées. À côté donc de ces beautés de la nature, nous avons ces hardiesses humaines, ces réalisations humaines qui datent de plusieurs siècles et qui, à chaque fois, suscitent, il faut bien le dire, notre émerveillement. Vous verrez un petit peu plus loin un bâtiment relativement vertical avec une tour, et c'est l'Alter Spital, construit au XVIIe siècle, à l'époque de Stockalper, au moment où Stockalper mettait en place son courrier permanent entre Brigue et Milan, ou Brigue et Domodossola. Et ce qui va progressivement se modifier, c'est l'architecture. On commence à sentir une architecture du sud des Alpes bien entendu, c'est-à-dire une architecture où le bois est encore présent, mais où peu à peu le bois est remplacé par la pierre, avec des constructions typiques des vallées alpines du sud des Alpes, que ce soit en Italie ou au Tessin, ou même dans les Grisons.
Je pense que c'est le moment de vous plonger parce que là, nous nous plongeons véritablement dans le vieux Simplon. Dans le Simplon tel que l'ont vu, dans une certaine mesure, les soldats, les marchands, les pèlerins qui franchissaient le col au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Nous allons maintenant traverser Simplonsdorf. Et là, un petit mot au passage, il est intéressant de se dire que l'influence du Valais, surtout l'influence du Haut-Valais, a suscité cette germanisation progressive du versant sud des Alpes, du Simplon, jusqu'à la frontière italienne. Nous sommes descendus du col, nous arrivons maintenant dans un paysage beaucoup plus tourmenté, beaucoup plus troublé, paysage qui a été représenté par Laurie sur des tableaux et qui représente les gorges de Gondo. Là, il faut admirer à la fois les difficultés de construction d'une route au travers de ces gorges extrêmement escarpée, étroite. Puis, bien entendu, le génie de la construction représenté par Séart au début du XIXe siècle, qui crée des galeries, souvent difficiles d'accès, et qui permettaient justement à des chars, à des carrosses, de traverser ce col du Simplon, faisant du col du Simplon une des premières routes carrossables de l'histoire des transports au travers des Alpes. Nous arrivons au terme de notre voyage helvétique, le pont, les bornes, nous voici en Italie. Dans ce dernier tracé, nous pouvons admirer encore quelques vestiges des constructions antérieures, vestiges par exemple du sentier muletier, en nous tournant vers le pont de Varzo, dont la silhouette caractéristique de ces ouvrages. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que jusqu'à l'invention du béton armé, seule la voûte permettait de construire des ouvrages de ce type. Eh bien, ce pont, avec ses herbes folles, rappelle tout à fait le paysage qu'ont vu des hommes du XIIIe, XIVe, XVe siècle. Finalement, nous arrivons au terme de notre voyage et en même temps, tout près de la fin de cette route construite sur l'ordre de Napoléon, qui, je vous le rappelle, commençait à Glis et se terminait à Villa d'Ossola. Et le pont que nous avons sous les yeux, qui se trouve à Crevo d'Ossola, est en quelque sorte la dernière œuvre d'importance de cet axe, construit encore une fois, nous le rappelons, au début du XIXe siècle. Pour nous, le voyage s'interrompt à cet endroit. À partir de là, la route est relayée par les autoroutes italiennes qui vont vers le sud au travers de la vallée d'Ossola. Depuis l'ouverture de la route du Simplon, quantité de commerces se sont bien évidemment développés entre l'ouest et le sud du continent. La poste fut l'un des piliers importants de ce trafic routier. Il faut savoir que tout au long du XIXe siècle, en Suisse, régnait une concurrence plutôt acharnée sur ce type d'activité. Toutes ces entreprises plus ou moins privées formaient un marché extrêmement complexe.
Pour mettre un peu d'ordre dans la maison suisse, la Confédération décida de faire enfin le ménage et créa l'administration fédérale des postes en 1849. Et c'est déjà dès 1850, hormis l'hiver avec les traîneaux, que cette administration lança sur la route du Simplon, par exemple, des diligences de modèle standard, genre grande berline à 10 places, et qui offraient des courses quotidiennes dans les deux sens entre Lausanne et Domodossola. Mais déjà, le temps des diligences était compté. Le chemin de fer arrivait à grands pas des deux côtés du col. Alors que le rail entrait en fanfare dans la ville de Sion en 1861 et qu'à cette date Arona était déjà relié avec Milan, la couverture du mode du transport attelé se réduisait comme peau de chagrin jusqu'à ce fameux jour de 1919 où sur la place centrale de Brigue, l'on accueillait la dernière diligence postale inscrite à l'horaire régulier. Une page se tournait sur la troisième conquête du Simplon qui allait encore marquer plus fort la grande histoire des hommes. Ne craignez rien, l'express du Simplon ne m'écrasera pas. La petite navette d'Annemasse qui entre en gare des Eaux-Vives est totalement inoffensive. Elle a d'ailleurs déserté cette voie, comme les herbes folles nous le montrent, depuis plusieurs années. Et pourtant, les trains de Milan qui franchissent le Simplon auraient pu aboutir dans cette gare. Et on pourrait imaginer, en oubliant ces herbes, en oubliant ces buissons, en oubliant ces rails disjoints, on pourrait avoir aujourd'hui une grande gare, voire même une gare internationale, qui relierait Genève et au-delà Paris aux villes italiennes. Mais tout cela n'est que le rêve, et comme toujours dans le ferroviaire, certaines choses se réalisent et d'autres tombent dans l'oubli. Traverser les Alpes avec le chemin de fer. Dès le départ, c'est un vieux rêve. Mais lorsque Stephenson, l'inventeur des locomotives à vapeur, vient en Suisse faire son enquête, pour lui, la chose est absolument impossible. Les trains ne franchiront jamais les Alpes. Et la seule solution, ce sont des solutions, il faut bien le dire, assez loufoques, du style pan incliné, où on fait hisser des wagons le long de crémaillères dans un système qui aurait été absolument pas viable. Donc dans la première phase ferroviaire, on oublie, le chemin de fer s'arrête au pied des Alpes. Mais très vite, les progrès techniques vont permettre au rail de franchir le massif alpin grâce à des tunnels, et ces tunnels peuvent être creusés parce qu'on fait des progrès. On fait des progrès grâce à la dynamique, mais il ne faut pas oublier que les premiers grands tunnels alpins ont été creusés essentiellement à la pelle et à la pioche, et il faut bien le dire, avec la sueur et le sang d'un nombre considérable d'ouvriers engagés dans ces travaux qui sont certainement les plus grands travaux de la fin du XIXe siècle, et même qui dépassent dans la mesure certains de nos travaux du siècle que nous venons de vivre, c'est-à-dire le XXe siècle. Qu'en est-il du Simplon ? Lorsque l'on commence à parler du Simplon, le Gothard, et excusez-moi, je ne veux pas faire de jeu de mots facile, le Gothard est déjà sorti du tunnel. C'est-à-dire que les décisions sont prises, on construira une ligne au travers du Gothard. Du Simplon, on en parle, on en discute beaucoup, mais finalement, personne n'est disposé à entreprendre réellement quelque chose. Et pourquoi ? Alors je crois qu'on doit essayer de se situer. Permettez pendant quelques instants qu'on revoie en quelques mots ce qu'était l'Europe d'alors. Très simplement, cette Europe, c'est d'abord un axe, l'axe Rome-Berlin. C'est-à-dire, c'est signer une alliance, la Triplice. Et ces deux États se rejoignent au travers de la Suisse et ont tout intérêt à développer au mieux leurs relations commerciales, leurs relations économiques, leurs relations politiques et au-delà leurs relations militaires. La France, que fait-elle dans cette constellation ? Elle est à l'écart.
Ses relations avec l'Allemagne, nous les connaissons, point n'est besoin d'en redire quelque chose. Ses relations avec l'Italie sont loin d'être bonnes. Si bien que qui peut avoir intérêt à construire une ligne de chemin de fer, un tunnel important au travers des Alpes pour relier finalement deux États dont les politiques sont si divergentes, c'est-à-dire ces deux États étant la France et l'Italie. Vous allez me dire quand même, le Simplon, c'est d'abord la Suisse et l'Italie. Non, la problématique est différente. Le Simplon n'est viable que s'il est une ligne internationale. Ligne locale, il ne mérite pas des travaux aussi conséquents, il faut l'oublier. Dans les années 80, le Gothard s'ouvre. Quelques années auparavant, bien auparavant même, le Mont-Cenis s'est ouvert. Et pendant ce temps, on discute du Simplon. Et dans une première phase, c'est la France. La France qui va essayer d'intervenir dans cette construction. Pourquoi intervient-elle? Parce qu'elle veut essayer de contrer l'influence allemande en Italie. Des financiers, des banques, des compagnies de chemin de fer, qui sont souvent des États dans l'État, négocient pour parvenir à un accord. Une série de montages financiers se met sur place. Nous avons presque à l'époque des espèces de multinationales qui discutent, qui négocient à égal avec les États. Et finalement, tout cela se termine par un montage financier présidé par le banquier Hensch, un banquier genevois. Montage financier qui, avec la chute d'une des banques principales de Hensch, le comptoir d'escompte, va finalement totalement s'effondrer. Nous sommes en 1889, nous sommes au stade zéro. Et on peut dire, contrairement à ce que beaucoup d'ouvrages ont prétendu, on peut dire que la France ne va pas participer à la construction du Simplon. La France sera en dehors de l'aventure du Simplon, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Alors qu'en est-il? 89, désespoir. Le montage financier s'est écroulé, la France se retire, les instituts financiers et les compagnies ferroviaires ne sont pas chaudes. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en France, nous avons une compagnie très importante qui est le PLM, le Paris-Lyon-Marseille. Et cette compagnie a comme intérêt pour la traversée des Alpes une ligne. Et cette ligne, c'est en réalité la ligne du Mont-Cenis. Donc pour elle, le Simplon est à détruire et cette compagnie fera tout pour que le Simplon ne se réalise pas. Crispi, qui est à ce moment-là Premier ministre italien, qui est un homme d'ailleurs méridional et qui devrait avoir peu d'intérêt pour le Simplon, contrairement à son prédécesseur qui était Depretis et qui venait du Nord. Mais ce Crispi, tout à coup, semble marquer de l'intérêt et d'ailleurs accepte l'ouverture d'une conférence. A-t-il agi par conviction politique? Dirions-nous par conviction ferroviaire? Ou par conviction économique? Ou plutôt, n'a-t-il pas été aidé par quelques largesses de la compagnie Jura-Simplon? Les archives conservées à Lausanne de cette compagnie nous laissent quelques doutes sur ce point. Mais sans importance historiquement. Ce qui est important, c'est que la conférence ait lieu, que la décision soit prise, que le Simplon se fasse. L'Italie financera une petite partie de la ligne, les intérêts suisses financeront le reste. Et d'ailleurs, pendant que la ligne commence à être construite, s'opère en Suisse le rachat des chemins de fer en 1898, qui marque en quelque sorte la fin en Suisse de l'aventure privée des chemins de fer. Le tunnel du Simplon, d'une longueur exacte de 19 803 mètres, avec son point culminant à 705 mètres d'altitude, fut jusqu'alors le plus grand ouvrage au monde en matière de galerie ferroviaire depuis l'ouverture du tunnel en 1996 sous la Manche. Mais le Simplon reste l'œuvre incontestablement et historiquement la plus audacieuse que l'on ait connue. La période et les moyens qui furent à disposition pour sa construction doivent prêter à l'admiration. Si divers plans furent déjà présentés depuis 1857, la compagnie Jura-Simplon finissait par présenter au Conseil fédéral le projet de leur propre ingénieur Jules Dumur, associé aux Allemands Alfred Brandt et Karl Brandau. Ce projet initial se composait de deux galeries bien distinctes, séparées de 17 mètres l'une de l'autre, avec une station d'échange au milieu. Les deux pays, quant à eux, se chargeaient de financer leur propre rampe d'accès. Néanmoins, il y avait un handicap de taille pour les Italiens, dont l'accès au portail sud demandait l'étude et la construction d'ouvrages importants pour 17 km de voies qui les séparaient du bas de la vallée.
Le traité signé en 1895 stipulait clairement aussi que l'exploitation de ces 17 km italiens était à la charge des chemins de fer suisses et que Domodossola deviendrait la gare de transit internationale. Sitôt la ratification officiée par les deux parlements concernés en 1898, les travaux ont pu commencer dans un délai relativement court. Les préparatifs de chantier se mirent en place en mai de la même année et le percement put, quant à lui, commencer le 1er août pour le nord et le 16 pour le sud. Nous pouvons imaginer aisément que les conditions de travail furent particulièrement éprouvantes. Brandon chapeautait le chantier sud et Brandt celui du nord. Comme Louis Favre du Gothard, l'ingénieur Brandt, âme de l'entreprise, ne vit jamais son œuvre terminée. Le 29 novembre 1899, il est retrouvé mort dans son bureau suite à un malaise cardiaque. Remplacé par un certain Locher de Zurich, les travaux continuèrent sans relâche. Plus on avançait à l'intérieur des galeries, plus la chaleur se faisait sentir dangereusement. Il eut des pointes jusqu'à 54 degrés, sans oublier aussi les quantités de sources d'eau chaude rencontrées sur tout le long du tracé, qui provoqua d'énormes inondations dans les galeries. Les hommes étaient éreintés, mais Brandt avait pensé à tout. Il fit installer un système ingénieux de ventilation, ce qui permit d'améliorer sensiblement les conditions de travail, du moins d'éviter de les stopper. Soudain, le 22 février 1905, dans la galerie 1, sous les mines des Perforeuses, jaillit à nouveau une énorme poche d'eau chaude auquel il fallut construire de gigantesques portes d'acier afin de ne pas laisser inonder de manière permanente le reste des galeries et surtout d'assurer la sécurité des hommes. 2 jours plus tard, après 6 ans et demi de dur labeur pour environ 3000 hommes au kilomètre 10,378, avec un degré de précision portant à l'admiration, le tunnel le plus long du monde avait vaincu la montagne. Il aura fallu encore 1 an pour les finitions, la maçonnerie et la pose des voies. Le premier convoi traversa de part en part pour la première galerie le 25 janvier 1906. Quant aux festivités d'inauguration, elles furent organisées en grande pompe en présence du roi d'Italie et du président de la Confédération le 1er juin de la même année. N'oublions jamais qu'au moment des remerciements, 39 hommes manquaient à l'appel. Quant à l'exploitation de ce premier tunnel, il fut affecté 1 mois auparavant à la toute nouvelle régie des chemins de fer suisses, les CFF, dont il leur incombait la responsabilité de la finition de la 2e galerie. Ce fut chose faite en décembre 1921, non sans mal, dû en particulier au premier conflit mondial. L'histoire du tunnel du Simplon est intimement liée aux événements du XXe siècle. La Deuxième Guerre mondiale avait bien failli mettre un terme à l'existence de cette œuvre magnifique si le courage des résistants italiens n'en avait pas décidé autrement. Quoi qu'en disent certains esprits chagrins ou concurrents au tunnel du Simplon, il passera le seuil du XXIe siècle plein de fierté et d'avenir. On n'enterre pas pour quelques palabres politiques une œuvre aussi rassembleur que sont ces 2 traits d'union passant de l'ouest au sud pour relier la mer du Nord à celle de la Méditerranée. Ich mache die Strecke Richtung Isel. Gut. Merci.
Nous sommes à l'aube d'une renaissance. Comme vous le savez, récemment, le peuple suisse a accepté la construction de 2 nouveaux tunnels alpins, le tunnel du Gotthard et le tunnel du Lötschberg. Et il ne faut pas oublier que le tunnel du Lötschberg, ou plutôt le nouveau tunnel de base du Lötschberg, n'a de sens qu'avec le débouché du Simplon. Vous le savez aussi, les Italiens sont en plein travaux avec ce dynamisme qui les caractérise pour créer entre Domodossola et Iselle une ligne compatible pour le ferroutage. Et on peut dire que d'ici 5 ou 6 ans, nous verrons renaître sur la ligne du Simplon un trafic extrêmement important. Et on vient de le voir avec cette malheureuse catastrophe du Mont Blanc. Certains proposent qu'une partie de ce trafic routier du Mont Blanc soit par la suite transférée sur l'axe du Simplon, soit au travers du Jura par Lausanne, soit, ce qui serait pour les amateurs de la ligne de la rive gauche du Léman un rêve, par Thonon, Évian et le Bas-Valais. Quoi qu'il en soit, avec la construction du nouveau tunnel du Lötschberg, avec le réaménagement du Simplon, avec peut-être un jour, et les projets existent, la construction d'un nouveau tunnel du Simplon, on peut dire que cette artère alpine est sur la meilleure des voies. Il nous serait difficile de conclure cet épisode passionnant de la conquête de la montagne par l'homme sans oublier la dernière page héroïque, mais cependant dramatique de l'histoire du Simplon. Au début du XXe siècle, les chevaliers du ciel cherchaient constamment de nouveaux records à surpasser. Lors d'un meeting d'aviation organisé en septembre 1910 par le journaliste italien Luigi Barzini aux environs de Brigue, le clou du spectacle devait être la traversée réelle du massif alpin afin de rejoindre la capitale lombarde. Le choix du Simplon fut retenu par la simple raison que le col se trouvait en pleine actualité internationale due à la récente ouverture du tunnel. À la clé pour celui qui réussissait l'impossible aventure, 70 000 livres au taux de change du début du siècle. Sans rentrer dans le détail des événements, plusieurs pilotes se lancèrent dans l'aventure, mais très vite, l'ensemble se désista au dernier moment, vu les réalités atmosphériques qui régnaient en altitude au-dessus du massif. Pourtant, un seul de ces as du manche à balai tenta le pari fou de traverser les Alpes jamais réalisé auparavant. Le 23 septembre 1910, après un essai infructueux, un pilote courageux d'origine péruvienne, répondant au nom de Géo Chavez, s'est lancé aux petites heures du matin pour affronter les impressionnantes turbulences qui sévissaient au sommet du Simplon. Le voyage qui durera 42 minutes fut un enfer, mais le pilote aux commandes de son frêle Blériot arriva à vaincre l'inimaginable et à diriger son appareil sur l'axe de Milan. C'est peu avant l'arrivée sur Domodossola que l'exploit tournera au drame. Pour des raisons inconnues, l'avion piqua du nez pour s'écraser sur un champ au faubourg de la ville. Le record du héros fut tout de même homologué, mais à quel prix? Géo Chavez reprit quelques instants conscience après sa terrible chute. Juste le temps de faire savoir ce que fut l'horreur de cette première traversée alpine et de sombrer définitivement dans le coma. Le décès sera constaté quelques jours plus tard dans un lit d'hôpital de Domodossola à l'âge de 23 ans. La légende du héros était née et elle pouvait survoler à jamais les cieux de la terre entière. Nous voici arrivés au terme de notre voyage où nous avons mêlé le temps et l'espace. Arrêtons-nous et posons-nous la question, quel symbole attaché au Simplon et au-delà au massif alpin? Dès la fin du XVIe siècle, les États européens, édifiant leur territoire, vont faire des Alpes une ligne de partage, un point de rupture. Par ce processus,
les Alpes sont trahies, car elles ont toujours été une unité, une entité à part, un monde particulier. Dès la préhistoire, les populations qui s'installent sur les versants nord et sud des Alpes vont développer des modes de vie, des coutumes, des cultures extrêmement parentes. Aussi espérons que les tunnels ferroviaires et routiers creusés à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, espérons qu'une route alpestre comme le Simplon restaureront cette unité et effaceront les frontières politiques nées des divisions d'une Europe qui ne parvenait pas à s'unir. À bientôt.